Où que vous soyez dans le monde, merci à vous d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h30 à Abidjan, minuit 30 à Paris. Afrique Soir vous est présenté par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À la une, le Gabon, le camp d'Ali Bongo avait jusqu'à ce soir pour déposer ses arguments devant la Cour constitutionnelle pour répondre au recours de l'opposition de Jean Ping. Le Gabon, c'est le dossier de cette édition. En République démocratique du Congo, l'opposition accepte de revenir au dialogue après un accord trouvé sur les élections. Le calendrier électoral commencera bien par la présidentielle, nous dira à Kinshasa Sonia Rollet. 3 fonctionnaires limogés au Bénin après l'explosion dans une décharge à Tori-Avamé. L'accident a fait 16 morts selon un dernier bilan. Après 8 jours d'interdiction, l'importation du cat en provenance du Kenya de nouveau autorisée en Somalie. Enfin, la Libye, l'intervention militaire franco-britannique de 2011 a été décidée sur des bases erronées. C'est ce qu'affirme un rapport de parlementaires à Londres. Nous y reviendrons avec l'invité d'Afrique Soir, l'ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, Cheikh Tidiane Gadio. C'est une rencontre plus que symbolique à Abidjan. Le ministre de l'Intérieur gabonais, Pacome Oubélé Boubeya, s'est entretenu en fin de journée et pendant de longues heures avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre qui survient après le récent limogeage de 2 conseillers ivoiriens à la présidence. 2 hommes soupçonnés par le camp d'Ali Bongo d'avoir voulu organiser le piratage des résultats de la présidentielle. Des faits qui ne changent rien au bon rapport qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Gabon, selon le ministre Oubélé Boubeya. Au sujet du message et de l'entretien que j'ai eu avec Monsieur le Président de la République, nous avons également, vous en doutez bien, évoqué donc la question des élections au Gabon. Et j'ai tenu, comme l'a demandé le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, à dire au Président donc, de Côte d'Ivoire qu'il ne peut avoir aucun flou dans les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, encore moins entre le peuple gabonais et le peuple ivoirien. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. Donc cette question a été évoquée brièvement, mais elle a également été évoquée. Pas comme Oubélé Boubeya, le ministre gabonais de l'Intérieur avec Frédéric Gara. Et à Libreville, le camp d'Ali Bongo avait jusqu'à ce soir pour déposer sa réponse au recours de l'opposition devant la Cour constitutionnelle. Cet après-midi, Faustin Boukoubi, le secrétaire général du PDG, le parti présidentiel, a fait une déclaration, un appel à l'apaisement. On l'écoute. Nous, PDG, nous engageons à prendre toutes les dispositions en vue de préserver la paix. Nous disons, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas de règlement de compte et bien au contraire, nous sommes disposés à accueillir à bras ouverts tous les compatriotes qui acceptent de respecter les lois et les institutions de la République. S'agissant du recomptage, je crois qu'à ce stade, nous ne pouvons plus faire de déclaration dessus parce que c'est à la Cour constitutionnelle qu'il revient maintenant de décider si oui ou non il faut répondre à cette demande de notre principal adversaire. En ce qui nous concerne, nous nous astreindrons à la décision de la Cour constitutionnelle, quelle qu'elle soit. Faustin Boukoubi, le secrétaire général du PDG. Quant aux résultats définitifs, ils sont attendus d'ici le 23 septembre. Par ailleurs, plusieurs centaines de militants pro-Bongo se sont rassemblés cet après-midi dans le quartier d'Akébé, un quartier populaire de Libreville. Une marche sans heurts avec un message à l'adresse des partisans de Jean Ping. Il faut que vous cessiez de nous menacer. Jean Ping doit respecter l'avis de la Cour constitutionnelle. Alors évidemment, dans ce camp, dans celui de l'opposition, on surveille avec une grande attention la contre-offensive du camp Bongo devant la Cour constitutionnelle. Le comité juridique du candidat de l'opposition estime qu'Ali Bongo, qui n'a pas déposé de recours en temps et en heure devant la Cour, n'a plus le droit de soulever d'autres questions que celle du recomptage des voix dans le Haut-Ogooué demandé par Jean Ping. Pour David Babandiga, le président du comité juridique de Jean Ping, la Cour constitutionnelle a donc une responsabilité politique. La Cour est aujourd'hui mise devant ses responsabilités. C'est une responsabilité historique. La communauté internationale a tous les résultats
tous les résultats dont nous disposons et dont dispose Ali Bongo. Donc il sera difficile à la Cour constitutionnelle de dire le contraire. Pour l'instant, nous pensons que la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, dira le droit. Et si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, mais le peuple gabonais prendra ses responsabilités devant l'histoire de son pays. Puisqu'on ne peut pas continuer à subir la loi des Bongo. David Badandiga, le président du comité juridique de Jean-Ping, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Libreville, Richard Rifono et Karine Franck. RFI à Kinshasa, 105 FM. En République démocratique du Congo, l'opposition revient au dialogue après un accord trouvé sur les élections. Tout cela à l'issue d'un conclave qui s'est déroulé en petit comité entre 5 délégués de la majorité, 4 de l'opposition. Et l'information importante, c'est que le calendrier électoral va bien commencer par l'élection présidentielle à Kinshasa. Sonia Rollet. Présidentielle, mais aussi législative et provinciale couplée, c'est le compromis qui a été trouvé. Ce sera à la commission électorale d'examiner si techniquement et financièrement, ce serait également possible de faire les élections locales en même temps que les 3 autres. La présidentielle d'abord, c'est ce que voulait la délégation de l'opposition. Elle retourne donc dès demain à la table des négociations. La majorité dit avoir accepté dans l'intérêt supérieur de la nation. Pas de date, en revanche, pour ce premier round électoral. Il faut attendre que le fichier soit terminé. C'est ce que dit le ministre de la Justice, co-modérateur de ce dialogue pour la majorité. Alexis Tambwe-Mwamba insiste sur le fait que toutes les composantes sont d'accord sur le fait qu'il faut une refonte totale du fichier électoral. Le comodérateur de l'opposition, Vital Kamerhe, ajoute, lui, que la commission électorale allait certes faire une proposition, mais que ce calendrier était à convenir. Autre sujet évoqué lors de la conférence de presse de ce soir, c'est ce qui allait se passer après le 19 décembre et la fin du 2e et dernier mandat constitutionnel du président. Joseph Kabila restera au pouvoir et il y aura un gouvernement avec la majorité et l'opposition, c'est ce qu'a dit le ministre Tambwe. Son comodérateur pour l'opposition, Vital Kamerhe, a bien confirmé qu'il y aurait un nouveau gouvernement, sans pour autant s'exprimer sur le sort du chef de l'État. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Quant à la Lucha, le mouvement citoyen, il ne se résout pas au non-respect du calendrier électoral. Il interpelle tous les délégués du dialogue et de la communauté internationale. La Lucha rappelle qu'il y a une option écartée par tous les participants qui permettrait pourtant de respecter le calendrier. Il s'agit d'enrôler les électeurs le jour du vote, comme cela s'est fait au Nigeria ou encore en Afrique du Sud. C'est un procès qui se déroule sans son accusé. L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a de nouveau refusé de comparaître aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. C'est là qu'il est jugé pour crime contre l'humanité. L'ancien milicien observe une grève de la faim depuis 7 jours maintenant. Il proteste contre ses conditions de détention. Il est accusé de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité. Meurtre, pillage, viol ou encore esclavage sexuel, des faits commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Rwanda. Toujours dans l'est du continent, au Rwanda, l'opposante Léonie Gazengayire restera en prison le temps de l'enquête qui la concerne. C'est la décision rendue ce mercredi par le juge du tribunal de base de Ruango. Dans l'ouest du pays, Léonie Gazengayire est la vice-trésorière du parti des FDU. Cette formation politique non reconnue par Kigali est présidée par l'opposante en prison, Victoire Ingabire, arrêtée fin août. Elle est soupçonnée d'avoir incité la population à se soulever contre les autorités, une infraction passible de 10 à 15 ans de prison. La Libye est au bord de la guerre civile. Le chef du gouvernement d'union nationale lance un appel au dialogue entre toutes les parties. Il faut éviter l'escalade, dit-il, alors que la prise des terminaux pétroliers par les forces du général Haftar inquiète également la communauté internationale. Le général dissident qui s'est rendu hier, mardi, quelques heures, à N'Djamena, où il a été reçu par le président Déby, qui l'avait invité à le rencontrer. Correspondance Majas Ranako. Le général Khalifa Haftar, accompagné d'une très forte délégation, a été accueilli par de hauts gradés tchadiens. Il a ensuite été invité à déjeuner avant d'être conduit aux plus hautes autorités. Au milieu des discussions, la situation sécuritaire dans le sud libyen, mais surtout la présence annoncée de rebelles tchadiens sur la frontière nord du Tchad. L'affaire est devenue très sérieuse au point où le chef de l'État a décidé de la suivre personnellement, a indiqué à RFI une source sécuritaire. Pour d'autres sources, ce sont les occupations de puits de pétrole par les hommes de Haftar ces derniers jours qui ont motivé son déplacement à N'Djamena. La communauté internationale s'étant rendue compte que l'ancien commandant des troupes anti-Kadhafi est devenu incontournable sur le plan régional. Même si le contenu de l'entretien avec les autorités tchadiennes n'a pas été révélé,
beaucoup d'analystes penchent sur le fait que la brève visite du général Haftar, qui n'est pas la première en N'Djamena, a été motivée par un souci sécuritaire au niveau des frontières entre la Libye et le Tchad. Madjasrana N'Djamena, RFI. La Libye qui a bien du mal à sortir du chaos de l'après-Kadhafi. 5 ans après la chute du leader libyen, un rapport parlementaire britannique dénonce l'intervention de 2011. La Commission des Affaires étrangères a relevé plusieurs erreurs qui ont conduit à décider la Grande-Bretagne sous David Cameron, mais aussi la France sous Nicolas Sarkozy à intervenir militairement dans ce pays. Le rapport pointe une opération hasardeuse. Nous y reviendrons avec l'invité d'Afrique Soir après ce journal, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, cher Tidiane Gadio. Au Bénin, presque une semaine après l'explosion de Tori Avamé dans une décharge d'enfouissement de produits avariés, le gouvernement a évoqué ce drame. C'était au cours d'un conseil des ministres. Le dernier bilan annoncé par les autorités fait état de 16 morts et de 92 blessés. Le gouvernement a pris des sanctions. 2 fonctionnaires de police et de gendarmerie de Tori et un fonctionnaire des douanes du port de Cotonou ont été limogés. Le gouvernement promet que l'enquête judiciaire ira vite. À Cotonou, Delphine Bousquet. 3 fonctionnaires sont sanctionnés, le commissaire de police, le chef de brigade de la gendarmerie de Toré-Bocito, ainsi que le chef dépôt des douanes au port de Cotonou. Ils ont été relevés de leurs fonctions. Par ailleurs, Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État et secrétaire général à la présidence, qui a tenu une conférence de presse en début de soirée, a indiqué que l'enquête judiciaire irait vite. Le ministre de la Justice, Joseph Djokbenou, enclenchera les procédures envers tous les responsables. La responsabilité de la société qui gérait le site d'incinération est établie selon le gouvernement, qui révèle que 1. Le promoteur n'avait pas d'agrément pour ce genre d'activité et que 2. La procédure d'incinération n'a pas été respectée. Enfin, le gouvernement demande aux Béninois de faire preuve de plus de civisme et de prudence. Delphine Bousquet, Cotonou, RFI. En bref, au Zimbabwe, la Haute Cour a ordonné la libération sous contrôle judiciaire de l'un des leaders de la Fronde populaire contre le président Robert Mugabe. Il avait été arrêté le 26 août, inculpé de violence sur la voie publique. Sa libération survient à quelques jours de nouvelles manifestations de l'opposition, manifestations pourtant interdites par le gouvernement. La route du 4, cette plante stimulante très largement consommée et appréciée dans toute la Corne de l'Afrique, a été rouverte finalement ce matin. Les présidents du Kenya et de Somalie ont conclu hier soir, en marge d'un sommet régional, un accord pour permettre de nouveau la livraison de cette drogue qui est légale à Mogadiscio après 8 jours d'interdiction. Une annonce qui est une mauvaise nouvelle pour Aboukar Awale, un célèbre militant somalien. Il fait campagne depuis des années pour l'interdiction du commerce du cat et il répond à Léonard Vincent. Nous savions qu'il y avait un lobbying très puissant en coulisses. Nous sommes déçus, nous sommes très déçus, mais nous ne sommes pas vaincus. Nous allons continuer nos campagnes, nous allons continuer à nous battre. Et un jour, nous allons gagner. Nous avons déjà gagné par le passé en obtenant l'interdiction du cat au Royaume-Uni. Maintenant, il faut nous battre chez nous, dans notre pays, et nous devons gagner. L'expérience de cette semaine sans cat a été fascinante. On m'a raconté tellement d'histoires positives, des pères qui pour la première fois passaient du temps avec leur famille, des mères qui ont enfin séché leurs larmes derrière leur voile après 25 ans de violences domestiques et qui ont souri pour la première fois. Elles pensaient que c'en était fini de cette drogue qui détruisait leur famille. Mais malheureusement, nous voilà revenus au point de départ. Quand la pression vient du Kenya, il semble que les dirigeants somaliens s'effondrent. Un des propos recueillis par Léonard Vincent. Enfin, le soulagement pour des milliers de passagers. Arik Air, la plus grande compagnie aérienne du Nigeria, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait repris ses activités après 24 heures de suspension pour des raisons à la fois administratives et financières. Du coup, des milliers de personnes s'étaient retrouvées bloquées au Nigeria, mais aussi sur le reste du continent africain. Elles n'avaient pas pu embarquer après un long week-end, 4 jours fériés, en raison des célébrations de l'Aïd. Vous écoutez RFI. Il est 0h passé de 45 minutes ici à Paris. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Et merci de rester en notre compagnie. Dans quelques instants, Thomas de Saint-Léger nous rejoindra pour le journal des sports. Nous parlerons notamment de football et de la Ligue des Champions. Assure également les meilleurs moments d'appel sur l'actualité, le zapping. Et vous avez été nombreux ce matin à réagir au calendrier électoral en RDC. Finalement, non, nous ne passerons pas le zapping en raison des programmations puisqu'on en parlait dans l'actualité. Les choses ont changé en RDC, mais tout de suite, notre invité.
L'intervention militaire franco-britannique de 2011 en Libye a été décidée sur des bases erronées, selon un rapport de parlementaires à Londres. C'est un constat accablant. Il est signé par la Commission des Affaires étrangères. Une intervention basée sur des postulats erronés et une analyse partielle des preuves. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, s'était opposé à l'époque à cette intervention. Aujourd'hui, il préside l'Institut panafricain de stratégie et il répond aux questions de Pierre Pinto. Cheikh Tidiane Gadio, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous partagez cette analyse des parlementaires britanniques ? Je la partage entièrement. D'abord du fait que nous le pensions, nous, depuis très longtemps. Nous étions très préoccupés à l'époque par la décision prise essentiellement par la France et la Grande-Bretagne d'intervenir en Libye. Nous avions les mêmes préoccupations. Et un autre élément qu'il faut ajouter, et que le rapport souligne d'ailleurs, c'est que la volonté d'un changement de régime était manifeste à partir d'un certain moment. Et le fait aussi que la France, la Grande-Bretagne, soutenue par les États-Unis, était intervenue sans stratégie globale, sans vision globale. Il y avait une sorte de focalisation progressive sur l'élimination de Kadhafi. Et le résultat est là, tout à fait catastrophique. Et surtout, pour nous autres pays africains, particulièrement les pays du Sahel. Il ne fallait pas intervenir militairement en mars 2011 au risque d'un massacre des civils de Benghazi ? Mais vous voyez que le rapport des parlementaires britanniques dit que c'est sur la base d'informations absolument grossies, déformées et exagérées que des décisions ont été prises. La situation n'était pas bien évaluée et ils ont absolument raison de pointer le fait que le syndrome de ce qui s'est passé en Bosnie en 1995, à Srebrenica. Ce syndrome l'a emporté. Ça l'a emporté sur le bon sens et le sang-froid qu'il devait avoir en analysant ce qui s'est passé en Irak, parce que l'Irak était justement ce qu'il ne fallait plus faire, des interventions étrangères venant de pays occidentaux en particulier, qui viennent avec en bandoulière la démocratie, la liberté, et ils constatent au final qu'ils détruisent cette société, ils détruisent ce pays. Et justement, la conséquence, c'est Daesh qui émerge en Irak et en Syrie, et ensuite ce qui s'est passé dans le Sahel. Pourtant, cette intervention était légale puisqu'elle avait été entérinée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en même temps, le no-fly zone et la protection des civils se sont rapidement transformés en guerre contre le régime Kadhafi et la volonté de liquider, d'éliminer physiquement Kadhafi en tant que tel. Et on a ignoré ce qui était le plus important, qui était que d'abord, on ne peut pas régler un problème en Afrique sans les Africains. Les Africains ont été isolés dans ce dossier, quasiment humiliés. Une délégation de 5 chefs d'État du continent voulait se rendre en Libye pour voir si on pouvait trouver une stratégie de sortie de crise. Et on sait comment ils ont été traités, quasiment interdits d'entrer en Libye, autorisés pour une petite fenêtre, et ensuite on leur a demandé de sortir rapidement. Ensuite, comme l'a prouvé la décision d'Obama de quasiment présenter son autocritique en disant que c'était une des pires décisions de son mandat, il l'a reconnu. Et j'espère que nos amis français, comme les amis britanniques viennent de le faire, tous se reconnaîtront que c'était une décision très très grave, politiquement très très faible du point de vue de l'analyse, stratégiquement très très faible. Et quand ils ont éliminé le régime Kadhafi, vous avez vu la conséquence. Partout, les terroristes ont essaimé vers particulièrement les pays du Sahel. Et je me rappelle avoir beaucoup travaillé avec le président ATT du Mali à l'époque. Nous nous étions impliqués dans la recherche d'une solution pour qu'on évite l'effondrement du Sahel. On ne nous a pas écoutés. Nous avons tout fait pour empêcher le dénouement qui a été choisi. Et nous savions que les conséquences allaient être désastreuses pour les populations du Sahel. Et le Mali allait en être la première victime, et ça n'a pas manqué. Et aujourd'hui, la France est au Mali, en train d'aider, d'apporter des solutions, disons, à la menace terroriste. Donc les conséquences sont lourdes, et j'espère de tout que nous allons tous tirer le bilan de ce qui s'est passé pour éviter ce genre de situation dans l'avenir. Les Occidentaux n'avaient pas compris les conséquences de la chute de Kadhafi sur les pays de la bande sahélo-saharienne, c'est ce que vous dites ? C'est ce qui est dramatique. Nous savions que Kadhafi n'était pas que le dirigeant de la Libye. Dans son système de contrôle de beaucoup de pays de la sous-région, il a sous-traité parfois leurs contradictions internes en récupérant leurs rebelles, en récupérant leur opposition, en s'occupant d'eux, en les tenant éloignés de leur pays d'origine. Et on n'a jamais pensé, comme l'ont dit certains dirigeants africains, qu'après avoir éliminé Kadhafi, comme ils ont dit, où est le service après-vente? Et les parlementaires britanniques disent exactement la même chose. Cameron et Sarkozy savaient ce qu'ils voulaient dans la volonté de se débarrasser de Kadhafi.
Ils ne savaient pas ce qui allait se passer immédiatement après. Et ça, vraiment, ça peut être tolérable pour certains pays, ça ne peut pas être tolérable pour des grands pays comme la France et la Grande-Bretagne. Mais est-ce que Mouammar Kadhafi était suffisamment digne de confiance pour mettre avec lui sur pied une solution politique ? Kadhafi était arrivé à un moment historique où il avait compris toutes les erreurs très graves ou même les catastrophes qu'il avait commises dans son pays, et Kadhafi était prêt à se retirer. Il était prêt à se retirer à un moment, il a même négocié des points de chute des pays en Afrique où il pouvait partir. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir ce qui restait de sain, entre guillemets, dans le régime Kadhafi, comment cela pouvait entrer en négociation avec les véritables démocrates qui cherchaient le changement et la démocratie à l'interne en tant que Libyens. Mais on ne leur a pas donné cette chance, on les a orientés vers l'élimination de Kadhafi, la destruction de son régime et de son armée, comme on peut en Irak, quelque chose qu'on pense de Saddam Hussein, en détruisant une armée, une administration, un État. On se retrouve dans la situation où aujourd'hui le monde souffre à cause de ces décisions politiques très graves qui se révèlent être des erreurs historiques. Cheikh Tidiane Gadio, merci. Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, répondait aux questions de Pierre Pinto. Et bonsoir Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. On va commencer ce journal des sports par le football en Europe et la fin de la première journée de groupe de la Ligue des Champions. Pas de grosses surprises à signaler et des Africains en réussite. L'un d'eux tout particulièrement, Riyad Mahrez, l'Algérien, n'a pas manqué son premier rendez-vous avec la Ligue des Champions. Un but sur coup franc, l'autre sur pénalty, ça fait 2 pour lui. 3 en tout pour son équipe de Leicester, victorieuse à Bruges, 3-0. Pas de quoi rendre jaloux les Allemands de Dortmund qui l'ont emporté 6-0 au Legia Varsovie. Le dernier but est signé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. À Manchester City, le Nigérian Kelechi Iheanacho a passé 10 minutes sur le terrain, le temps de marquer un but. Le 4e des Citizens face à Mönchengladbach, score final 4-0 avec un triplé de Sergio Agüero. Dans les autres rencontres, victoire à l'arraché du Real Madrid face au Sporting Portugal 2-1. Monaco s'impose sur le même score à Tottenham. Succès confortable de Lyon face à Zagreb 3-0. Lyon qui serait sur le point de recruter l'attaquant togolais Emmanuel Adebayor. Des informations du quotidien français L'Équipe. L'ancien joueur de Tottenham et de Monaco est libre de tout contrat. Il peut signer où il veut, même en dehors des périodes de transfert. Ça tombe bien, Lyon cherche justement un renfort offensif depuis la blessure d'Alexandre Lacazette. L'opération pourrait être conclue très rapidement. Le foot encore, mais en Zambie cette fois, et ça bouge à la tête de la sélection. C'était assez prévisible. Georges Luandamina n'était que sélectionneur par intérim. Il redevient simple entraîneur entre guillemets du club de Zesco, engagé en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera ce week-end. Son successeur se nomme Wetsam Niranda et lui aussi ne pourrait pas rester très longtemps. La fédération souhaiterait en faire l'adjoint d'un sélectionneur étranger. Le nom du Français Sébastien Desabre circule notamment. Et du mouvement aussi, on peut même parler d'agitation au comité olympique algérien. Le feuilleton se poursuit et une sanction est tombée aujourd'hui. C'est une première. Le comité exécutif du COA a décidé de suspendre l'un des siens. Cet homme, c'est Rachid Fezouine, le président de la fédération de cyclisme, paye des déclarations jugées injurieuse par ses collègues du comité olympique qu'il avait notamment qualifié d'incompétent. Fezouine pourrait être radié dans les prochaines semaines. La décision appartient à l'Assemblée générale du COA. On suivra évidemment cette affaire. Et du cyclisme pour terminer ce journal des sports. Le Tour de Côte d'Ivoire débute dans moins de 10 jours et il se dessine petit à petit. Le départ sera donné de Bouaké le 24 septembre. L'arrivée jugée à Abidjan le 2 octobre. Entre les deux, 7 étapes, 600 km de course pour les 12 équipes, toutes du continent, et une première inquiétude de levée, a priori, d'ordre financier. Les prestations des différents fournisseurs devraient bien être réglées. On se souvient qu'il y avait eu quelques problèmes l'an passé, mais aujourd'hui, le président de la Fédération de cyclisme ivoirienne, Ala Kwame, se veut rassurant. Vous avez entendu le ministre, vous savez qu'il a mis en place une nouvelle procédure de financement des compétitions internationales. Et donc le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation, étant une compétition internationale, elle est logée à cette enseigne-là. Et donc c'est cette procédure d'urgence qui vise à remettre à la fédération qui organise la compétition les moyens dont elle a besoin pour sa compétition. Donc cette procédure qui va être appliquée avant même le démarrage du Tour, les fonds seront mis à notre disposition. Voilà, les fonds seront mis à disposition. Voilà pour les explications rassurantes d'Ala Kwame. Il était au micro d'Emmanuel Kofi. Merci beaucoup Thomas. Journal des sports signé Thomas de Saint-Léger sur RFI dans Afrique Soir. Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Comment changer de regard sur les microbes et les bactéries, nos alliés bien plus que nos ennemis, sur les traces d'un autre monde jusqu'où nous entraînera cette nouvelle microbiologie. Autour de la question, Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI. Alors on va marquer une pause musicale sur RFI. China Moses, reste avec nous. He's fine and mellow, yeah, while things I can't explain. The way my baby loves me is driving me insane. Yes, he's my fine, fine daddy, and he satisfies my soul. And every time he loves me, I give him all my gold. He's not at all like Long John, to be exact. He's 5'3", got a new Fandango loving that makes a fool of me. Yes, he's my fine, fine daddy, and he satisfies my soul. Ooh, and every time he loves me, I give him all my gold. Hey. Jazz sur RFI, China Moses avec Fine Fine Eddie. China Moses qui sera en concert à Paris dans le 17e au Jazz Club Étoile le 23 septembre la semaine prochaine. C'est ainsi que se referme Afrique Soir. Toute l'équipe vous salue bien. Christine Muraté, Vivian Lecuivre, Guillaume Bédrane. On se dit à demain. Restez avec nous. L'info revient sur RFI. L'Europe, Dominique Bayard. Après la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, la France veut relancer l'Europe de la défense. Nous recevons cette semaine un expert des questions militaires, l'eurodéputé Arnaud Danjean, pour commenter cette initiative prise par Paris, associé à Berlin. Ici l'Europe, avec Dominique Bayard.
en partenariat avec France 24. Vendredi, à partir de 17h10 TU. RFI.